Merci. Bonjour à tous. Bonsoir, parce que je me trompe, moi, je suis encore en pleine journée ici aux États-Unis. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de retrouver tout le monde. Nous allons faire comme à l'accoutumée, laisser aux uns et aux autres le temps de bien s'asseoir avant de débuter notre direct aujourd'hui qui va porter sur la lutte, sur le combat contre le troisième mandat du président de la République. En attendant, on va jouer un peu de musique, histoire de laisser les choses se mettre peu à peu en place. Une chanson de Mola là, que j'aime bien parce que c'est... Je demande en même temps à chacun de partager dans le groupe, parce que je n'ai pas encore la technicité pour le faire. Mais au fur et à mesure, vous constaterez que je m'améliorerai certainement. Mais je demande aux uns et aux autres de partager dans les groupes parce que le message il est important. Il est important qu'il soit porté le plus loin possible pour que ce soit une raison de se motiver, de se mettre en ordre de bataille. Parce que le défi qui est le nôtre aujourd'hui, le défi qui est celui de notre pays aujourd'hui, il est grand. Il est bon que le message atteigne le maximum de personnes. Donc je vous invite à partager. Je vous invite à partager ce direct-là. Je vous demande de partager, partager dans les groupes, partager avec vos amis. Ça va nous permettre de temps. C'est la première fois que je fais le direct sur cette page-là, qui sera la page sur laquelle désormais je vais faire mes directs parce que ça donne l'occasion de toucher plus de personnes et de le faire sur les pages. Je vous demande aussi de vous abonner massivement. Je vais bientôt vous donner ma chaîne YouTube. Parce que le moment est tellement grave et sensible qu'il est important pour les uns et les autres de pouvoir toucher le plus de personnes possible pour leur porter l'information, pour que chacun de nous puisse, je dirais, prendre ses responsabilités, chacun de nous puisse prendre les décisions qu'il faut dans le sens du combat contre le troisième mandat, dans le sens du combat pour le respect de notre constitution. Vous m'excuserez, je vais profiter, je vais essayer de voir si je peux partager aussi dans les groupes auxquels j'appartiens.
j'ai encore quelques difficultés pour le faire. Parce que j'ai l'impression que l'application ne... Je vais aller sur le... Ah non, c'est pas la même page. Bon, je crois que je vais le faire la prochaine fois. Je dis bonjour à Serge Afflé. Bonjour. Quand on est en chinois, j'ai du mal toujours à le lire. Voilà. Merci. Merci pour votre présence. On est déjà à 61 personnes. Je pense que c'est un nombre suffisant pour commencer. Les autres vont nous prendre au fur et à mesure en marche. Comme je le disais aujourd'hui, nous allons parler de la lutte, du combat pour le respect de notre constitution, du combat contre la volonté de la violer, le combat contre le troisième mandat. Il y a des femmes qui ont décidé, des femmes de l'opposition qui ont décidé d'organiser une marche demain, et c'est avec surprise. Alors que le RHDP, ce parti hors la loi, se propose d'organiser une cérémonie d'investiture aussi hors la loi que le parti. Cette cérémonie-là n'est pas interdite, et c'est la marche de ces organisations régulièrement constituées qui fonctionnent dans le respect de la loi, puisque les demandes ont été introduites comme cela s'est fait. C'est avec surprise que nous avons constaté que un communiqué du porte-parole du gouvernement disant que cette manifestation est interdite. Mais il convient de ramener les choses rapidement à la réalité, parce que je pense que c'est aussi le sens de notre combat. Il y en a qui se mobilisent dans les rues, il y en a qui se mobilisent là où ils sont, et nous, en tant qu'intellectuels, nous, en tant que juristes, nous, en quelle qualité que nous ayons, il faut que chacun de nous puisse se mobiliser aussi pour apporter à cette lutte-là, je dirais, la dimension qu'elle devrait avoir. Hein? Donc, je tenais à dire, parce que c'est même le titre de mon chose, que cette interdiction est une interdiction illégale. Pourquoi l'interdiction est illégale? Mais c'est une question de logique d'abord pure. Hein? Après avoir fait une grande démonstration sur les troubles à l'ordre public, après avoir fait une grande démonstration sur les blessures qui ont eu lieu à la suite des manifestations précédentes, le porte-parole du gouvernement nous annonce l'interdiction de la marche. Et curieusement, pour justifier l'interdiction de la marche, il se fonde sur le respect de l'état d'urgence. Nous tenons à rappeler au porte-parole que l'état d'urgence c'est un état d'urgence, c'est un état d'urgence sanitaire, que c'est un état d'urgence sanitaire, ce n'est pas un état d'urgence, ce n'est pas un état d'urgence pour des troubles à l'ordre public, c'est un état d'urgence sanitaire. Donc s'il y a des mesures à prendre, ce sont des mesures qui seraient de nature à faire respecter les raisons, les motifs sanitaires qui ont justifié l'état d'urgence. On ne veut pas se fonder sur d'autres motifs et se servir de l'état d'urgence comme moyen, n'est-ce pas, pour empêcher les Ivoiriens de manifester. Et nous découvrons que quoi? Que alors qu'ils interdisent aux femmes de l'opposition de manifester, en vertu de l'état d'urgence qui était un état d'urgence qui est fondé sur la pandémie du coronavirus, ils acceptent que le RHDP, ils acceptent les réunions dans les lieux clos, parce que le RHDP doit organiser une investiture. Mais soyons sérieux. Quand il y a 50 000 personnes dans un lieu clos et 50 000 personnes qui marchent dans la rue, à votre avis, quelles sont les personnes qui risquent d'être les plus infectées? Quelles sont les personnes qui risquent d'être les plus infectées? Les personnes qui sont dans le lieu clos ou les personnes qui sont à l'air libre?
C'est pour que vous compreniez que ça n'a rien à voir avec l'état d'urgence qui est invoqué. Ça n'a rien à voir, comme ils le démontrent. Voyez, nous le démontrons. En plus, même, ils ont l'outrecuidance de démontrer que ce n'est pas des raisons sanitaires qui justifient leurs décisions. Et puis, ils se fondent sur l'état d'urgence sanitaire pour motiver, pour fonder leurs décisions. Moi, je n'arrive pas à saisir les logiques. Parce que l'état d'urgence, c'est une atteinte aux libertés des citoyens. Et l'état d'urgence, le principe doit être limité strictement aux besoins de l'état d'urgence. L'état d'urgence ne doit pas servir de motif pour porter atteinte aux libertés des citoyens. L'état d'urgence ne doit pas être une voie dictatoriale pour les tenants du pouvoir. D'ailleurs, même l'article 8 de la loi de 1959 sur l'état d'urgence dit clairement, lorsque ceux qui sont au pouvoir, lorsque ceux qui sont amenés à mettre en œuvre l'état d'urgence ne respectent pas les limites que l'état d'urgence impose, c'est eux qui sont en infraction. C'est eux qui doivent aller en prison. Alors je ne comprends pas pourquoi on interdit cette manifestation des dames-là. Pareil, ça c'est d'un autre côté, mais l'état d'urgence s'est fondé sur un décret en plus. Depuis le début, quand on a pris la prorogation de l'état d'urgence, on n'a plus vu le décret. On n'a plus vu où le décret a été publié. Parce que pour qu'une décision, prorogation ou pas, puisse avoir un effet, il faut qu'il y ait un décret de prorogation qui a été publié. Il faut qu'il y ait un décret de prorogation qui a été publié. Ce n'est pas seulement publié à un endroit où on peut le voir. La publication, par principe, se fait dans le journal officiel. S'il y a urgence, la publication se fait selon certains mots. Mais on n'a pas, depuis le début, on n'a pas publié en fait les règles concernant l'état d'urgence. On a publié le décret de l'état d'urgence d'abord sur le site du ministère de la Justice. Le site du ministère de la Justice n'est pas un lieu officiel de publication des décisions des autorités. Le premier ouvrage où on publie, c'est d'abord le journal officiel. Quand ce n'est pas le journal officiel, c'est des affichages, c'est à la télévision, c'est à la presse, là où tout le monde peut être touché. Mais on ne vient pas mettre ça sur le site d'un ministère et puis on dit que ce site, que ça suffit pour constituer une publication suffisante. On est toujours dans l'abus avec eux. C'est comme ça qu'ils ont commencé à battre les gens alors que l'état d'urgence n'avait même pas été pris. Ils avaient annoncé le coup-feu, ils ont commencé à battre les gens. Ils n'avaient même pas encore pris la décision de l'état d'urgence, qu'ils avaient commencé déjà à battre les gens sur la base du coup-feu, sur la base de l'état d'urgence. C'est ça qui réussit. Mais cette fois-ci même, ils n'ont même pas de décret. Il n'y a pas de décret. Ils se contentent de dire que le Conseil national a prorogé. Mais le Conseil national n'a pas le pouvoir de proroger l'état d'urgence. Le Conseil national n'a pas le pouvoir de prendre des décisions en matière d'état d'urgence. Depuis le début, je le dis, les décisions du Conseil national qui passent à communiquer. Un communiqué, ce n'est pas un acte qui est exécutoire. Un communiqué, on ne peut pas se fonder sur un communiqué pour poursuivre des gens. Mais on découvre que si la base des communiqués du Conseil national de sécurité, qui n'est même pas un organe qui est habilité à prendre des décrets, parce que le décret, c'est un décret présidentiel, le Conseil national de sécurité ne peut pas se substituer au président de la République pour prendre ces décrets-là. Mais on découvre que chaque fois, on dit le Conseil national de sécurité a prorogé. Ce n'est pas au Conseil national de sécurité. La loi dit un décret. La loi sur l'état d'urgence dit un décret. Il faut que, si des conseils ont été donnés au président de la République dans le cadre du Conseil national de sécurité, il faut que le président de la République traduise ces conseils-là dans un décret. Tant qu'il n'a pas traduit ces conseils-là dans un décret, c'est comme s'il n'y avait rien, il n'y avait aucune décision. Aujourd'hui, la réalité, il n'y a aucune décision qui justifie qu'on interdise une marche. Il n'y en a pas. Et même si elle existait, elle n'est même pas publiée. Il faut publier pour que la décision soit opposable aux citoyens. Jusqu'à cette heure-là, elle n'est pas publiée. Donc c'est valablement demain que ces dames-là vont marcher. C'est valablement que tout le monde va marcher parce que moi j'invite tout le monde à se joindre. Moi je suis convaincu que ces actions, cette répétition permanente, cette persévérance-là va nous permettre d'avoir gain de cause. Mais il faut y aller massivement parce qu'il n'y a aucune illégalité à marcher. L'interdiction, elle est une interdiction abusive. Un communiqué du Conseil des ministres n'est pas une décision. Un communiqué du Conseil des ministres n'est pas une décision. Les décisions qui sont exécutoires, ce sont les arrêtés, ce sont les décrets.
ce sont les lois. C'est ce que les citoyens doivent respecter. Les citoyens n'a pas à respecter un communiqué. Un communiqué n'a aucune valeur juridique. Il s'assoit à son pupitre là, il annonce non, c'est interdit, il donne plein de raisons. Maintenant qu'il nous sorte le décret, des choses. En plus, ce décret même d'état d'urgence là, c'est un état d'urgence sanitaire qui avait été ordonné, qui n'a rien à voir avec le type d'activité que les personnes vont mener. Donc, il n'y a aucune base, comme je l'ai dit, légale. D'ailleurs même, ce conseil des ministres, on va y aller. Est-ce que ce conseil des ministres a même habilité à prendre des décisions? C'est un conseil des ministres même qui est illégal. Et je l'écris et je le dis toujours haut et fort. Quand un premier ministre est nommé, il propose un gouvernement au président de la République. Le président de la République nomme ce gouvernement-là. Il ne vient pas s'ajouter au gouvernement de son prédécesseur, comme cela s'est fait, comme cela s'est fait récemment. Aujourd'hui, le Conseil des ministres, il y a trop des choses qui sont faciles, mais il y a une volonté permanente de montrer que on est au-dessus de la loi, qu'on n'a pas à respecter la loi. Mais tu nommes ton premier ministre, qu'est-ce que tu as? Tu te dis, bon, il faut me reconduire toute l'équipe là, et puis tu m'envoies le décret, préparer le décret, vous m'envoyez, je vais signer, j'ai reconduit l'équipe. Non. Lui, il va nommer un premier ministre, il va faire des changements dans l'équipe. Mais j'ai vu un journal où ça m'a choqué, où M. Ali Koulibaly, un des ministres, qui dit au premier ministre, non, que le premier ministre peut compter sur leur collaboration. Non. C'est parce que le Premier ministre, il n'émane pas du Premier ministre. Si c'était le Premier ministre qui avait formé le gouvernement comme la Constitution l'exige, il ne se serait pas assis pour venir dire des sottises comme ça. Parce que s'il ne respecte pas, il ne serait pas dans le gouvernement. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un Premier ministre, il y a un gouvernement, un ancien gouvernement. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un ancien gouvernement. Même la notion de ministre même n'est pas respectée par le président de la République. Un ministre siège au Conseil des ministres. Il n'y a pas de ministre qui ne siège pas. Ça n'existe pas. Quand tu veux donner des avantages de ministre à quelqu'un qui ne siège pas, tu lui donnes rang de ministre, mais il n'est pas ministre. Dès lors que quelqu'un est ministre, il siège au Conseil des ministres. Dès lors que le Conseil des ministres n'est pas constitué régulièrement, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont nommées ministres, qui sont dans les décrets, qui sont nommées ministres et qui ne siègent pas au Conseil des ministres, ça signifie que ce Conseil des ministres est illégalement formé, alors que l'exécutif a deux moyens essentiels d'agir. Il y a le président de la République qui prend les décisions, il y a le Conseil des ministres qui agit de façon collégiale. C'est les deux organes principaux, centraux de l'exécutif, ça. Mais le Conseil des ministres aujourd'hui, c'est un Conseil des ministres illégal. Donc vous voyez que la décision qui interdit, c'est une décision qui est totalement illégale, donc il ne faut même pas tenir compte. Il faut dire à comment il s'appelle là même ce ministre, à Sidi que il n'est pas régulièrement nommé, lui il ne peut pas interdire à quelqu'un, que le Conseil des ministres qui est là, il ne peut pas interdire à quelqu'un, que même si il était régulièrement nommé, c'est dans un décret qu'il devait prendre cette décision-là. Un décret qui est pris par le ministre de l'Intérieur, ce n'est même pas un Conseil des ministres. Que ces interdictions doivent être prises. Il ne peut pas se lever et puis constamment bafouer la loi et puis priver les gens de leurs droits parce que eux, ils sont assis, non, eux, ils ont le droit de faire maintenant. C'est-à-dire, ils bafouent la loi pour priver les honnêtes citoyens, pour priver les citoyens qui respectent la loi de leurs droits et il la bafoue pour permettre aussi à des personnes qui n'ont pas le droit. Parce que je le répète et je le répéterai, d'ailleurs même, j'expliquerai cela un peu plus loin. Le RHDP, ce n'est pas un parti politique. Le RHDP n'a pas à investir des candidats. Le RHDP n'a pas d'activité à mener en Côte d'Ivoire en tant que RHDP. Ça, c'est un avis. Donc aujourd'hui, ceux qui n'ont pas le droit d'agir, c'est eux qui, c'est à eux on fait la part belle. Ceux qui ont le droit d'agir, on les menace de mettre la police, on les menace de mettre la gendarmerie à leur trousse. Ceux qui n'ont pas le droit d'agir, c'est eux on encourage à venir agir. Faire partie du RHDP, je le dis toujours, c'est être un délinquant. Parce que la loi dit que faire partie d'une organisation comme le RHDP, c'est une infraction pénale. Je le répète tous les jours et je vais le répéter jusqu'à ce qu'on m'entende. Parce que nous allons donner des suites judiciaires maintenant à ces histoires-là. Il faut laisser les dames marcher. Ce n'est pas parce que
on est au pouvoir, qu'on a le droit de bafouer les droits, les droits les plus les droits les plus minimes des citoyens. Le droit de marcher, l'interdiction de manifester ne peut pas avoir un caractère général. Ça ne peut pas avoir un caractère général. On ne peut pas dire que sur toute l'étendue du territoire, on ne manifeste pas. À moins qu'il y ait un état d'urgence. Mais l'état d'urgence ici, c'est un état d'urgence sanitaire. Donc, on met l'état d'urgence de côté. Il n'y a pas d'état d'urgence. C'est les circonstances locales qui justifient qu'on puisse interdire des marches. On n'interdit pas, il n'y a pas de possibilité d'interdire des marches, même de façon générale, sur toute l'étendue du territoire. C'est une illégalité. Mais c'est parce que ce sont les circonstances locales qui permettent d'interdire les lois qu'on demande chaque fois à ce que les documents soient déposés chez les préfets. Parce que les préfets, en fonction des circonstances locales, peuvent dire oui ici, ils peuvent dire non là-bas. Mais on ne peut pas s'asseoir à un conseil des ministres et puis interdire la marche sur toute l'étendue du territoire. Ce n'est pas possible. C'est une illégalité. On bafoue les droits. Mais heureusement que tout le monde est en train de se rendre compte de ce qui est en train de se passer dans notre pays. Heureusement qu'aujourd'hui, les grandes ONG internationales en matière de droits de l'homme, les grands pays, les grandes organisations internationales sont en train de lancer maintenant un regard vers la Côte d'Ivoire parce que ça fait quelques 2 ou 3 années que nos droits sont bafoués à un niveau extraordinaire. C'est vrai qu'avant, ce n'était pas vraiment chose mieux, mais depuis que le RHDP est né en tant que parti, là, moi je vous dis, ça a été le début pour la Côte d'Ivoire d'une catastrophe en matière juridique, en matière légale, parce qu'à partir de ce moment, c'est comme si, c'est comme une folie qui ne s'arrête pas. On continue à faire des choses et à refaire des choses chaque fois qu'ils sortent de la loi et on est à l'aise. Parce que c'est ce parti-là qui menace les gens. C'est ce parti qui n'est pas légalement constitué là, qui interdit aux gens de marcher. C'est ce parti-là qui annonce que des gens vont rejoindre les marcheurs dans les rues avec des machettes. C'est ce parti-là qui menace des citoyens de mort. C'est ce parti-là qui a des députés qui insultent sans que quelqu'un ne dise quelque chose. C'est ce parti-là qui fait mettre des députés de la République en prison. C'est ce parti-là qui fait arrêter des femmes qui ont seulement commis, je dirais, la faute, entre parenthèses, à leurs yeux, de marcher. Ce parti qui est un parti illégal hors la loi, c'est ce parti-là aujourd'hui qui a pris le contrôle de tous les leviers de notre pays. Le président de la République même, qui est garant de la Constitution, qui est garant même du respect de la loi, c'est le président de la République qui est le président d'un tel parti. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre pays? Le président de la République, voilà pourquoi il est interdit au président de la République, en ce qu'il a l'obligation d'incarner l'unité nationale, de présider un parti d'abord. Parce que le président de la République doit être au-dessus du lot. En aucun moment, on ne doit pouvoir soupçonner le président de la République de favoriser, même si dans les faits, on sait que le parti dont il est issu, il continue d'entretenir la relation. Mais le respect des citoyens, le respect des Ivoiriens que nous sommes, l'oblige normalement à faire semblant, au moins en public, de ne pas faire partie des choses. Mais nous, c'est devant nous que le président Alassane Ouattara s'assoit et il crée un comité de campagne, un gouvernement comité de campagne en même temps. C'est-à-dire, ils annoncent devant tout le monde, devant la presse, qu'ils ne vont même pas travailler, ils vont aller faire campagne, ils vont aller dans les villages, ils vont aller sur le terrain. Des ministres qui sont payés par l'État vont aller faire campagne avec les moyens de l'État aux frais des citoyens avec les moyens de l'État aux frais des citoyens pour un parti politique. C'est inacceptable. C'est inacceptable et c'est ce qui continue. Et aujourd'hui, les Ivoiriens, les moins petits droits que les Ivoiriens ont, les droits là sont bafoués. On les dénie ça, on les arrête. Pour Chéri Balé. Mais c'est un scandale qu'on arrête pour Chéri Balé, parce que pour Chéri Balé, elle a déposé, contrairement à ce que le ministre de l'Intérieur a dit devant tout le monde, elle a déposé des demandes pour organiser ces manifestations. Mais le ministre de l'Intérieur a nié à qu'elle ait déposé. Donc, parce qu'il a nié, il n'a pas donné de réponse. Alors que la loi prévoit que c'est que quand quelqu'un va en prison, c'est parce qu'il a participé soit à une manifestation qui n'a pas été déclarée, soit à une manifestation qui a été interdite. Elle a déclaré la manifestation. La manifestation n'a pas été interdite puisque le ministre de l'Intérieur
n'a pas reconnu avoir reçu sa déclaration devant les gens, alors que sa déclaration elle a le tampon du ministère de l'Intérieur et compagnie. Donc, c'est-à-dire, on a arrêté la jeune dame dans l'abus le plus absolu. On la prend, on la met à l'intérieur. Mais ce qu'ils omettent encore, c'est un peu comme un député qu'ils ont arrêté. Parce que elle est, M. Bali, tout le monde la connaît comme un défenseur des droits de l'homme. Les défenseurs des droits de l'homme ont une protection particulière qui est issue d'une loi de loi 2014 qui a été prise par le président Alassane Ouattara, qui interdit qu'on les arrête, qui interdit qu'on viole leur domicile, qu'on s'introduit dans leur domicile, qu'on s'introduit dans leur lieu de travail sans respecter, je dirais, certaines règles. Il y a une protection légale, mais comme les députés du GPS, on a regardé ces protections légales, on les a mis de côté et on est allé arrêter la dame, on l'a fait passer. C'est parce que tout le monde a crié, tout le monde a exigé que finalement on l'a extrait de ce broco où elle était pour aller la mettre dans un commissariat. Dans le commissariat, la loi prévoit expressement qu'elle est libre de faire ses remarques, de faire des critiques. Ça est dans la loi qui protège les défenseurs des droits de l'homme. Mais on se rend compte que on prend des lois ici finalement juste pour partir devant la communauté internationale, pour gagner des points à doing business, pour aller devant la communauté internationale. Nous on a un état de droit, nous on signe tous les instruments des droits de l'homme, mais en vérité on signe pour ne pas les appliquer, juste pour faire bien, pour donner l'impression que la Côte d'Ivoire est un état de droit. Voilà ce à quoi on assiste. Maintenant, à l'épreuve de l'application de ces lois-là, on se rend compte que est-ce qu'ils s'occupent même de l'application de la loi? Moi, j'ai soulevé cela. Ça n'a pas ému. C'est après que j'ai soulevé cela qu'on a pris. Et les juges, parce que moi, je dois faire une adresse particulière à mes collègues. Vous savez, j'ai beaucoup hésité à le faire parce que je suis quelqu'un, je ne suis pas donneur de leçons. C'est-à-dire que sur le plan des choses, je n'aime pas me mettre dans une situation où je dis à tout le monde, non, c'est moi qui suis le plus beau, c'est moi qui suis le plus chose, mais on dépasse aussi, quand on dépasse les bornes, quand la justice devient vraiment un danger pour la société, comme ce à quoi on assiste, parce qu'il y a des magistrats qui n'ont pas de limites, et parce qu'il y a d'autres, les plus nombreux, qui restent, qui demeurent dans le silence, qui n'agissent pas pour empêcher que la justice devienne ce monstre-là pour le citoyen aujourd'hui, parce que la justice est devenue un monstre pour le citoyen. À la justice, ce sont les bonnes personnes qu'on garde en prison, ce sont les mauvaises personnes à qui on donne des grâces. C'est comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, là, on vide la prison des bandits et on la remplit des citoyens qui réclament leurs droits, qui n'ont fait qu'exprimer leur liberté de manifester, qui n'ont fait qu'exprimer leur liberté d'opinion. C'est ces personnes-là qu'on garde. C'est ces personnes-là qu'on estime devoir garder. On prend des grâces, on prend de l'amnistie, et ce sont les voyous, les gens qui vous agressent dans les rues, c'est ceux-là qu'on libère. Dans quel pays on est finalement? Finalement, on est dans quel pays? Voilà pourquoi j'encourage tout le monde, avant de passer au second sujet du jour, j'encourage tout le monde à être avec les femmes demain. Moi, je dis toujours, je me moque toujours des hommes, je me rappelais quand on a décidé de faire des femmes, des chefs de famille, on a vu de nombreuses personnes crier au scandale. Crier au scandale parce que ces personnes-là non, mais nous sommes les hommes. J'ai dit à quelqu'un, il dit, mais est-ce que c'est une loi qui fait un homme? Ou bien c'est une loi qui fait une femme? C'est ta personnalité, ce sont tes valeurs, c'est ton caractère qui fait un homme. Curieusement, dans le cas de cette lutte-là, c'est cette jeune dame-là qui a eu le courage de sortir. Tout le monde savait ce qu'elle risquait. Tout le monde savait ce qu'elle risquait. Elle-même, elle savait ce qu'elle risquait. Tout ce qui l'entourait, mais ça ne l'a pas empêché de porter haut le flambeau des droits de l'homme dans notre pays. Moi, je suis toujours admiratif devant les personnes courageuses. Je la salue, voilà pourquoi je serai toujours engagé dans la lutte pour qu'on la libère, pour qu'elle retrouve la liberté. Mais ça ne doit pas être notre seul objectif, parce que on se sert aussi de ces gens de trucs pour détourner les gens de l'essentiel. Le combat, on la libère, mais le combat, c'est qu'aussi il respecte la Constitution. Et ce combat-là, cela peut se faire de différentes manières. Et là, il y en a qui seront dans les rues. Malheureusement, nous sommes à l'étranger. C'est vrai qu'on nous dit qu'on est à l'étranger, que c'est tellement facile de dire aux gens de descendre dans les rues qu'on est à l'étranger. Mais je répète aussi aux uns et aux autres
que parce que si on est à l'étranger, on peut s'asseoir à la maison chez nous, ne pas nous inquiéter, parce qu'en vérité, nous-mêmes à la maison, là, personne ne nous empêche de parler. On peut sortir dehors et puis crier que Trump est un imbécile. On ne va pas avoir de problème. On va sortir dehors pour dire tout ce qu'on pense. On ne va pas avoir de problème. On n'est pas menacé, notre vie n'est pas menacée, on n'est pas menacé de prison. C'est parce que nous avons un destin commun, c'est parce que c'est notre pays que nous, on ne peut pas rester indifférents. Que les gens se réunissent, que les gens mettent leur argent, que les gens mettent de leur temps pour aller participer aux différentes manifestations. Vous avez vu comment les manifestations réunissent le maximum, c'est montrer le sentiment de solidarité. Mais ce sentiment de solidarité-là, il ne voudra que si le terrain à Abidjan, ce sentiment de solidarité-là se manifeste avec autant d'acuité. Ça permettra de montrer au monde, de montrer à tout le monde que tout le monde est motivé, que la Côte d'Ivoire est mobilisée et que c'est la grande majorité. Et surtout, chacun va constituer la protection de l'autre. Parce que plus vous êtes nombreux, plus la police a peur d'agir. Et Dieu merci, aujourd'hui, les circonstances sont de telle sorte que la police, l'armée, la chose, même s'il y a des débordements en certains endroits, mais les choses sont relativement maîtrisées encore. Donc vraiment, j'invite tout le monde à suivre les dames, j'invite tout le monde à accompagner les dames. C'est une marche des femmes, mais c'est une marche des Ivoiriens avant tout, des Ivoiriens qui réclament qu'on respecte leur constitution. Et nous, en tant que juristes, nous, en tant qu'intellectuels, nous allons ouvrir un autre front. Parce qu'en vérité, c'est ce que je disais dans l'une de mes interventions, j'ai dit, mais on laisse trop, sur le plan judiciaire, les choses se passer de façon trop aisée pour le RAGP, pour le président Alassane Ouattara et choses. J'ai dit aujourd'hui, regardez ce qui se passe au Mali. Regardez ce qui se passe au Mali. Qui est excité dans cette affaire de Mali là? Ce n'est pas notre président. Quand vous regardez les mesures, la nature des mesures qui sont prises, ça ne ressemble pas étrangement aux mêmes mesures qui ont été prises en 2010, quand il y avait la crise avec le président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, c'est lui qui est derrière tout ça là. C'est le seul à s'être déjà organisé pour appliquer les blocus et les choses. Parce que il est en colère contre un peuple. Essayez de voir ce qui est extraordinaire contre un peuple, hein, parce qu'un peuple ne lui a pas obéi, parce que lui, Alassane, c'est le plus grand, parce qu'un peuple n'est pas soumis à sa volonté, lui, de voir son ami s'imposer à ce. Donc lui, il faut qu'on punisse le peuple là, et en même temps qu'il veut se servir de ça pour effrayer nos militaires, pour effrayer les citoyens ivoiriens. Vous voyez ce qu'on va faire si vous faites un coup d'État, vous voyez ce qu'on va vous faire si vous faites une insertion. L'objectif là, c'est un de ces objectifs ça. Le deuxième objectif, c'est de punir les peuples. Il interdisait, heureusement que les gens ont eu la sagesse d'élever certaines choses, mais je suis convaincu que la plupart des pays ne vont rien faire, parce que la plupart des pays bénéficient de leurs relations avec le Mali. Des pays, si nous on ferme, le Mali va trouver un autre endroit pour pouvoir faire entrer ses marchandises. C'est inutile, c'est ridicule, mais c'est une excitation qui montre que le monsieur, il est chose. Mais tu t'excites sous le prétexte que les gens ont touché à l'ordre constitutionnel. Alors que toi, tu es en train de faire un coup d'État ici. Tu t'excites comme des gens qui ont fait un coup d'État, mais tu es en train de réaliser un coup d'État en Côte d'Ivoire. Tu es en train de réaliser un coup d'État en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est acceptable ce que nous sommes en train de vivre? Maintenant, l'objectif, j'ai appelé ça l'appel à la résistance judiciaire citoyenne. C'est-à-dire quoi? Je lance cet appel-là. Je veux que cet appel-là soit porté par tous. Pour que des intellectuels comme moi me joignent. Pour que des intellectuels comme moi m'apportent tous les éléments. Je vais être le point focal de cette lutte-là, de cette action-là, pour que nous saisissions la CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO, pour dire qu'il y a un maintien contre la Constitution, parce que la CEDEAO a une double définition du coup d'État. La CEDEAO, il y a l'accession au pouvoir en violation de la Constitution, mais il y a le maintien en violation de la Constitution. Donc, tous les deux, ce sont des pushs. Les pushs, généralement, l'accession au pouvoir par les choses, ce sont les militaires qui le font. On voit combien ils s'excitent. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où Alassane Ouattara est en train de faire un coup d'État. La CEDEAO est silencieuse. On voit qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, on est pratiquement à 20 morts. La CEDEAO est silencieuse. La communauté internationale est silencieuse. Nous, il faut qu'on aille poser ce problème-là à la CEDEAO. Nous avons les tests. On a le protocole additionnel de la CEDEAO en matière de démocratie et de bonne gouvernance. On a la charte
de l'Union africaine en matière de démocratie et de bonne gouvernance. On a tous ces instruments-là qui vont nous permettre de poser certains combats. Il y en a qui marchent, on marche, mais il faut qu'on puisse aussi mener le combat, le bon combat, partout où on doit se battre. Là, il faut qu'on puisse le faire. C'est bon que ce soit des intellectuels. Il faut qu'on soit ensemble, parce que l'atteinte aux droits des femmes, arrêter des femmes, alors qu'on doit encourager les femmes à s'investir dans le monde politique, les arrêter simplement parce qu'elles sont dans un parti politique et puis les jeter en prison, ça c'est inacceptable. Tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui sont constitutifs, sans aucun doute, de ce coup d'État qui est en train de se passer là. Ce coup d'État-là, il consiste au fait que Alassane Ouattara te propose de briguer un troisième mandat en violation de la Constitution. Il se compose du fait que pour le faire, il écarte illégalement en violation de la Constitution tous ses rivaux. Il essaie d'écarter tous ses rivaux parce que même le président Henri Konan Bédié n'a pas encore échappé. Il est fait sur la base d'une loi électorale qui a été adoptée en violation de la Constitution. Il est fait sur la base d'une commission qui continue de fonctionner, en violation de la Constitution, en violation d'une décision de la Cour africaine des droits de l'homme. Il est fait sur la base, aussi sur la base de la violence. Il est fait sur la base de l'atteinte, des meurtres et des assassinats. C'est tout ça qui constitue, sans aucun doute, sa tentative de coup d'État contre les peuples de Côte d'Ivoire. Oui, en temps normal, si on avait une juridiction, si on avait une autre cour de juridiction, et que cette cour-là fonctionnait comme ces cours-là devraient fonctionner, en Afrique même souvent ça existe, mais ça ne sert à rien pratiquement, parce que les gens n'y vont pas. Quand ça fonctionne, c'est pour protéger les ministres et les choses des autres procédures, mais ça n'existe pas. Ils sont allés jusqu'à ne pas installer pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Nous, on a besoin de choses. On a besoin d'avocats. On a besoin de 1 ou 2 avocats. J'ai besoin d'autant d'intellectuels pour que nous fassions une liste. On fasse une liste de personnes qui saisissons, qui mettons la communauté internationale devant ces obligations. Au Mali, ça se passe, c'est trop facile. C'est trop facile. Pendant qu'on interdit à des militaires d'accéder au pouvoir par des coups d'État, on doit permettre à des civils de faire des coups d'État pour se maintenir au pouvoir. Il faut, je le dis, la page que j'ai ouverte, il est possible de m'y joindre par Messenger là-dessus. Je demande à tout le monde de se mobiliser. Ce combat-là, nous allons mettre la communauté internationale devant ses responsabilités. Nous allons saisir la Cour de justice de la CEDEAO, de telle sorte que si elle ne fait rien, dans les meilleurs délais, nous, Africains, nous, Ivoiriens, qui sommes dans notre pays, on est en droit de demander à notre armée, qui est en charge non seulement de protéger le territoire national, de protéger les institutions et de protéger la vie des Ivoiriens, de prendre ses responsabilités. Nous aurons le droit de demander. Tout ce qui va se passer deviendra quelque chose de légal si on saisit la Cour de justice de la CEDEAO, si on saisit le Conseil de sécurité de l'Union africaine. On a les moyens. Je ne veux pas le faire seul, en fait. Mais je vais le faire en tant que juge, je vais le faire en tant que président du syndicat des magistrats. Ça va donner un peu plus de force à la chose. Mais il faut que chacun de nous puisse véritablement s'investir dans ce combat-là. Il faut que chacun de nous apporte tous les éléments, c'est-à-dire, je vous dis, les vidéos, les différentes vidéos, concernant tous les aspects de notre lutte. Concernant tous les aspects de notre lutte. C'est-à-dire, lorsqu'on a vu des personnes qui ont été inscrites, il y a des vidéos qui concernaient des personnes qui ont été inscrites, des étrangers qui ont été inscrits sur les listes. On a des vidéos où on a vu des responsables du RHDP interdire que des chefs reçoivent des gens dans la chose. On a des documents qui établissent que les gens ont été comment je vais dire ça là, on a des documents qui établissent qu'il y a des mineurs. On va saisir la Cour de justice de la CEDEAO. C'est pas la Cour de justice. Le débat là, ça veut dire le débat sur ces constitutions, c'est pas constitution. C'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. En droit là, ce n'est pas un débat. Parce que eux-mêmes, on a toutes les réponses sur ça. Eux-mêmes, ils ont tout dit. Le président de la République, même quand il s'assoit, il dit que non, c'est parce que c'est la force majeure.
La cour de justice de la CEDEAO va nous dire si c'est la faute. C'est quelque chose qui ne va pas prendre du temps parce que s'ils prennent le temps, ils vont en tirer les conséquences. On a la possibilité d'aller vite aussi quelquefois devant ces juridictions. Donc, vraiment, on a jusqu'à la fin de l'autre semaine là-bas pour réunir le maximum de choses. Moi, je vais m'arranger et tous ceux qui vont vouloir, vraiment, je demande ceux qui connaissent des avocats. Parce que moi, j'en connais, je vais les écrire, qui sont prêts à se lancer dans cette aventure-là avec nous, qu'elles viennent, qu'on saisisse. Moi, si, quel que soit ici, moi, je vais saisir. Ça, je tiens à vous le dire. Quel que soit ici, je vais saisir, je vais mettre la communauté internationale, mais ça serait bien que ce soit un collectif de personnes, plusieurs personnes, pas seulement un seul individu qui est... C'est vrai que moi, je suis en exil, ça donne suffisamment de motifs, mais c'est bon pour montrer que la communauté qui interpelle ces juridictions, qui interpelle ces institutions-là, pour que ces institutions internationales-là puissent s'impliquer dans ce qui se passe chez nous et que cette forfaiture-là ne puisse pas avoir lieu. Et j'ai dit quelqu'un qui met ado, mon cher ami, je vais te bloquer définitivement après mon direct parce que moi, ici, je ne suis pas là pour qu'on vienne jouer au mouton sur ma page. Ça, je ne supporte pas qu'on vienne jouer au mouton sur ma page. Tout à l'heure, je vais bloquer la personne. Et je répète, il nous faut au moins 2 avocats. Il faut le maximum de personnes. Que vous soyez à l'étranger, vraiment, vous pouvez me joindre par Messenger. Il faut que les vidéos, les documents, tout ce qui est possible, je voudrais que le maximum de documents, pour que tout ce qu'on va dire, on puisse les documenter devant ces juridictions-là. Le plus vite possible. On a vraiment une floraison. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un même qui me promettait tout à l'heure là de m'envoyer encore qu'il y a eu des morts encore à l'intérieur du pays. Tous ces éléments-là sont nécessaires pour que nous mettions ces personnes-là devant leurs responsabilités. Vraiment, c'est le combat. Pourquoi j'ai dit non? Il faut une résistance judiciaire citoyenne. Il faut qu'on utilise toutes les voies, les marches, les écrits, les juridictions. Il faut qu'on utilise toutes les voies qui nous sont offertes pour faire échouer ce qui est en train de se passer là. J'ai dit aux gens, c'est pas le Conseil constitutionnel seulement qui est appelé, pas le Conseil constitutionnel, à la vérité, le problème de droit qui se pose, c'est pas un problème de droit. On est inquiet quand on connaît la nature de notre Conseil constitutionnel. Sinon, en tant que juriste, si notre Conseil constitutionnel était un Conseil constitutionnel qui fonctionnait normalement, je ne me serais même pas inquiété. Tellement je suis convaincu qu'on aurait rejeté sa chose. Mais vous voyez quelqu'un qui s'assoit à la maison chez lui et qui dit que lui connaît la Constitution, même plus que le Conseil constitutionnel, c'est une menace déjà pour les membres du Conseil constitutionnel. Que lui connaît que c'est un faux problème. C'est lui qui dit, mais c'est vrai que c'est un faux problème, mais pas dans le sens où il soulève. C'est un faux problème parce que c'est lui qui veut créer un problème où le droit à toutes ces solutions qui sont trouvées. Le dimanche même, je dois participer avec quelqu'un sur TV, Ivoire TV, à un débat encore sur cette histoire de troisième mandat. Bon, les gens ont envie de comprendre, voilà pourquoi j'accepte encore de participer. Mais je vous dis et je répète, ce n'est pas un débat juridique. C'est parce que des politiciens se sont levés et ont voulu jouer aux sorciers et se mettre à la place des juristes. Maintenant, concernant le RHDP, ça c'est l'aspect coup d'État. Concernant le RHDP, moi j'ai dit on va introduire une action devant la cour, devant notre Conseil constitutionnel qui est. Si elle nous dit que si l'action qu'on va introduire, si le Conseil constitutionnel rejette, ça va nous servir de preuve devant la Cour africaine pour montrer que le Conseil constitutionnel là, c'est pas un Conseil constitutionnel impartial. Et le Conseil constitutionnel les délais qui sont dans le Conseil constitutionnel pour trancher les affaires, ce n'est pas long. Parce qu'il y a des choses qui sont inacceptables. Comment une loi qui n'est pas une loi, c'est quelque chose qui n'est pas une loi, peut servir à gouverner des élections? L'ordonnance que le président fait, ce n'est pas une loi. On a la loi de 2000, c'est cette loi-là qui doit... Moi, j'ai vu Mamadou Koulibaly, le professeur Mamadou Koulibaly, se plaindre de cette histoire de choses comment on appelle ça, la chose citoyenne, lorsqu'on doit le parrainage citoyen. J'ai vu 2 ou 3 autres personnes se plaindre, mais je n'ai pas vu quelqu'un faire l'effort de saisir. Je vois les gens faire l'effort de respecter une loi qui n'est pas, un texte qui n'est pas une loi.
il y a la possibilité juridiquement de mettre fin à cette comédie-là. Et si le Conseil constitutionnel refuse de mettre fin à cette comédie-là, le Conseil constitutionnel aurait montré à tout le monde quelle partialité. On n'a pas besoin de tout, d'attendre cette histoire de candidature. Le Conseil constitutionnel là, ne va rien apporter. Le Conseil constitutionnel ne va rien apporter à autre chose. À notre cause. Mais il faut la mettre en situation d'avoir à dire ou de ne pas dire les droits. Il faut la mettre dans cette situation-là. Il ne faut pas laisser, il ne faut pas s'asseoir à la maison et se dire, oh, de toutes les manières, c'est un conseil qui est déjà partisan, je ne vais pas avoir. Même si tu lui facilites la vie, il faut porter, et j'ai dit, nous avons les dispositions légales pour amener le Conseil constitutionnel à se prononcer sur la liste électorale, sur la loi, sur l'ordonnance que le président, sur la révision constitutionnelle même, qu'il a essayé de fuir, il y a des moyens de le rattraper, on va le rattraper sur ça. Le Conseil constitutionnel aura à se prononcer. Si le Conseil constitutionnel refuse de se prononcer là-dessus, le Conseil constitutionnel aura démontré que le Conseil, c'est un conseil partisan qui a décidé d'accompagner le président de la République. On ne va pas attendre, quand on parle chaque fois du 31 octobre, 31 octobre là, c'est quoi? C'est les élections. On peut attendre le 31 octobre si on est convaincu que les élections vont être organisées et que selon les normes, ce sont des élections transparentes qui vont donner des résultats. Mais aujourd'hui, là, on est tous convaincus que ce Conseil constitutionnel, cette CEI ne va jamais nous permettre d'avoir des élections transparentes. Il faut qu'on prenne nos responsabilités maintenant. Il ne faut pas attendre au dernier moment, jouer, entrer dans un processus, et puis au dernier moment, dire devant la communauté internationale qu'on en sort parce qu'on aurait perdu. On nous risque de ne pas avoir raison. On risque de ne pas avoir raison. Donc, il faut que chacun de nous s'organise. Il faut que j'ai besoin de citoyens courageux. J'ai besoin de gens qui ont envie qu'on appelle ça d'explorer cette voie-là. Pour qu'on aille investir. Il y a des marchés, sortons massivement, mais n'oublions pas les autres voies. Parce que partout, quand vous partez, quand vous allez débattre, vous avez vu, la population nous soutient. Le droit est avec nous. Vous voyez, quand on a tellement d'arguments, finalement, là, il est plus facile de convaincre les uns et les autres de nous aider que de s'asseoir, de laisser et puis de prendre la chose. Un moment, ils vont finalement dire, non, telle personne a fait ça, ils ont cassé ici, ils vont essayer de détourner l'attention. Nous allons mener le combat sur le terrain, mais nous allons mener aussi le terrain dans les tribunaux et dans les choses, parce que ce combat-là, on ne peut pas l'abandonner. Ce combat-là, il est le nôtre. Ce combat-là, il est le nôtre. Ce combat-là, le respect de la Constitution, il faut qu'on revienne petit à petit à une normalité. Depuis quelque temps, c'est incroyable que la loi n'existe plus. Aujourd'hui, là, c'est un parti, je dis un parti, une organisation hors la loi, criminelle même, je dirais, parce que c'est qu'on appelle ça, eu égard à ce qui se passe, eu égard à ces morts. Je peux même dire que c'est un truc de malfaiteurs, c'est une association de malfaiteurs. Je ne le dis pas en titre d'injure, hein. Je le dis conformément à la définition que le code pénal en donne. Je tiens à je dis, parce que quand on dit les choses, on va dire, oh, mais c'est monsieur, non. Moi, je suis un juriste. Je ne veux pas verser dans les injures gratuites. Quand je dis tu es un délinquant, ce n'est pas parce que je suis assis et puis je regarde ton comportement simplement et puis j'ai envie de t'insulter et dire tu es un délinquant. Je te dis tu es un délinquant parce que tu ne respectes pas la loi pénale. Je vais te dire que tu es un escroc parce que tu ne respectes pas la loi tu aurais violé la loi qui interdit l'escroquerie. Si je te dis tu es un voleur, c'est parce que tu es un voleur au sens de la loi. C'est ma manière de choses. J'ai dit c'est une association de malfaiteurs au sens du code pénal. Le RHDP, ce n'est pas un parti, c'est une organisation criminelle. Parce que nous avons vu ce qui est arrivé avec le militant du RHDP, du GPS, je ne sais pas comment, le colonel Ibra. Nous avons vu à quoi on a abouti. On a vu ce qui s'est passé avec le professeur Niamsi qui donnait une conférence quelque part. La haine qu'ils ont lancée, ça a poussé certaines personnes à aller s'en prendre à ces personnes-là. On a vu Ibra devant un ministre, devant un ambassadeur, on a vu les conséquences. Le jeune homme a failli en mourir. C'est-à-dire c'est une organisation. On ne peut pas laisser une telle organisation prospérer. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. Il faut qu'on prenne notre responsabilité. C'est ce que je demande à tous. Vraiment, j'ai besoin de tous. J'ai besoin de tous les éléments vidéo et choses pour que je puisse les ranger, pour que je puisse pour servir. J'ai demandé. Ça est sur ma page. Et ceux qui me joignent sur ma page, je vais leur donner mon numéro WhatsApp, éventuellement, pour qu'ils me fassent parvenir des documents par là. Vraiment, aujourd'hui, je vais m'arrêter là. J'encourage tout le monde à être demain dans la rue.
c'est par ces combats, c'est par cette mobilisation-là qu'on va avancer. Et c'est en utilisant toutes les formes de combat qui nous sont offertes dans la vie, par les lois et dans la légalité, c'est-à-dire de façon pacifique. Parce que nous sommes des pacifiques. On va vaincre ce parti-là en étant des Gandhi, en étant des Martin Luther King, pacifiquement. Nous, on n'est pas brutal. Nous, on ne cherche pas à tuer. Nous, on cherche seulement à ce qu'on revienne à la légalité. La légalité qui faisait que notre pays était un endroit qui était bon à vivre. La légalité qui fait qu'on était content de se retrouver et qu'on sortait le soir, quand on voyageait, on ne se sentait pas constamment en danger. Cette liberté qui nous permettait d'aller sur Internet et de nous exprimer sans que quelqu'un vienne nous insulter, sans que quelqu'un y ait un procureur de la République qui n'a rien à faire que d'aller sur Internet pour chercher les moyens de terroriser les Ivoiriens en leur demandant de ne pas dire telle chose, de ne pas porter la critique. C'est de ce pays-là et c'est pour ce pays-là que nous sommes engagés. Donc je remercie tout le monde de choses. J'attends vraiment incessamment. S'il vous plaît, incessamment, parce que les temps sont assez courts. Si on doit pouvoir joindre les choses, si on doit pouvoir saisir les choses, il faut qu'on les fasse. Vraiment, si quelqu'un a un frère avocat, si quelqu'un, moi, en tant que juge, j'en connais, je vais essayer les choses. Il faut qu'on puisse s'organiser pour que ce combat-là soit un combat réel. Cette affaire-là, on ne va pas laisser. On ne peut pas laisser les choses comme ça. Donc, bonne soirée et on est à demain. Demain, je vais aborder peut-être d'autres questions. Peut-être que je ne vais même pas faire des vidéos demain. Demain, je serai à l'écoute comme tout le monde pour voir si la mobilisation. Vraiment, j'aurais rêvé d'être avec vous, mais malheureusement, les circonstances de la vie font que ce n'est pas possible. Je demande à chacun de nous d'intérioriser ses peurs. La peur, là, tout le monde est peureux. Moi, je dis aux gens, il n'y a pas quelqu'un qui... Un homme qui est censé, si quelqu'un est censé, il est peureux aussi. Mais le plus difficile, c'est pas d'avoir peur. Le plus difficile, c'est de surmonter sa peur. Et quand on surmonte la peur, quelquefois, on se rend compte que les choses sont plus faciles qu'on ne le pensait. Parce qu'on s'est fait tellement d'idées. Alassane a tellement, comment je dis, on a tellement manipulé l'esprit des gens, donnant l'impression que chaque paquet qu'il va faire, lui, il est capable de te tuer. Tout le monde se laisse aller. Bonne soirée. On est à demain.